Gwenaëlle Guédon, je suis chef du département politique de la ville pour la dette des Bouches-du-Rhône. Pour commencer, je vais excuser Madame la sous-préfète, Madame Averousse, qui devait être parmi nous. Mais au moment où nous avons programmé les réunions, nous ne savions pas que Monsieur le Président de la République serait à Marseille et que du coup, Madame Averousse ne pourrait pas. J'excuse donc Madame Averousse qui souhaitait vraiment être là, mais nous trouverons une autre occasion de vous réunir et de pouvoir échanger avec vous à une autre occasion. On vous en parlera un peu plus tard. Donc, nous souhaitons et nous vous remercions d'avoir accepté ce premier temps d'échange. Il est très important pour nous de pouvoir créer ce collectif des employeurs d'adultes relais. C'est un dispositif fort, c'est un dispositif très employé par les associations surtout. Ce sont pour les Bouches-du-Rhône à peu près 380 adultes relais. Et c'est un dispositif qui date de plusieurs années maintenant et qui fait ses preuves. Et nous avons besoin impérativement des employeurs pour pouvoir consolider les parcours de ces adultes relais. Et c'est pour ça que nous souhaitons vraiment créer une dynamique entre nous, entre vous, de façon à ce qu'on puisse créer un collectif autour des adultes relais et de ce dispositif. Donc, nous tenions dans un premier temps à faire 2 réunions, une hors Marseille, une Marseille. Bon, pour des raisons d'agenda, ça n'a pas été possible, mais sachez que nous ferons à l'avenir, nous essaierons quand même d'essayer de garder des temps sur des groupes un petit peu moins nombreux, puisque ça représente, les adultes relais ça représente à peu près 120 employeurs différents. Donc pour 380 postes, 188 postes exactement, dans les Bouches-du-Rhône, et à chacun avec ses spécificités, petit asso, grand asso, établissement public, des communes aussi. Du coup, chacun a ses particularités, chacun a ses besoins. Et nous tenons impérativement à garder et à essayer de créer et de garder cette proximité avec vous. Voilà l'objet d'aujourd'hui, de ce premier temps d'échange. Nous allons vous diffuser, je remercie vivement Claudine Bouvanier de Cité Ressources qui va nous accompagner tout au long de cette visio sur la diffusion et la création de ce PowerPoint. Sachez que nous vous le ferons passer à l'issue de la réunion, nous vous le communiquerons, donc toutes les adresses, tous les mails qui sont notés, que vous allez voir sur vos écrans, vous seront envoyés. Je voulais revenir et excuser aussi Madame Bonnereau et Madame Bakir, qui sont mes collègues ici à la DETS et qui sont malheureusement souffrantes, mais qui nous rejoindront dans la suite de l'aventure du plan de professionnalisation des adultes relais. Voilà. Merci encore une fois. Je vais laisser la parole à Monsieur Chabi. Rebonjour à toutes et à tous. Donc, Anafi Chabi, je suis en charge de la mission politique de la ville au niveau régional. Quelques mots rapidement. Alors, avant de vous parler du plan de professionnalisation des adultes relais, je voudrais vous dire 2 mots sur le dispositif des adultes relais et plus précisément de la médiation sociale. Je pense qu'il est important de bien nommer les choses. Comme vient de le dire Gwenaëlle, ce dispositif est ancien, il fait route avec la politique de la ville. En tout cas, il a vu officiellement le jour il y a 24 ans à la faveur d'une des mesures du comité interministériel des villes en 99. Mais cependant, il reste inspiré par des initiatives qui existaient depuis des années, depuis en tout cas les années 80 et 90, comme vous, peut-être pour les plus anciens, les femmes relais et médiatrices ou les correspondants de nuit. Par exemple, les femmes relais issues des quartiers populaires vont s'appuyer sur leur expérience personnelle
et leur parcours de vie pour venir en aide aux familles souvent issues de l'immigration à déchiffrer la complexité du monde administratif, donc que ce soit de l'école, du logement ou de l'emploi. Donc effectivement, on peut dire que la police de la ville a inventé d'une certaine manière ce dispositif-là. Mais aussi, il n'a pas seulement inventé, mais aussi il a contribué à le professionnaliser. En tout cas, professionnaliser la médiation sociale en l'inscrivant assez rapidement comme un enjeu de professionnalisation, comme un enjeu pardon, de régulation plutôt des tensions sociales et plus largement comme une réponse aux difficultés des populations souvent fragilisées et souvent vivant dans des territoires dégradés. 3 dates, pour ne pas en dire plus, 3 dates pour vous montrer comment le métier de la médiation sociale ne cesse de se structurer, de se professionnaliser. 2009, donc la médiation sociale rentre dans le Code de Rome, le répertoire opérationnel des métiers et des emplois. Avec cette inscription, donc, il y a des fiches qui donnent une définition du métier, ses conditions d'exercice, ses savoir-faire, ses savoirs spécifiques, ainsi que l'identification des métiers accessibles en mobilité professionnelle. Deuxième date, 2012. 2012, un décret intègre la médiation sociale aux missions des adjoints territoriaux d'animation et des animateurs territoriaux. C'est-à-dire que les médiateurs sociaux disposent d'un cadre d'emploi qui correspond, comme tous les cas d'emploi, à une grille de salaire, à une évolution, à des conditions d'emploi et d'évolution, etc. Enfin, en 2016, c'est la norme, une norme métier expérimentale AFNOR, médiation sociale, qui est élaborée. Donc, ça vient conforter ce parcours de reconnaissance et de professionnalisation du métier de médiateur. Enfin, il n'y a pas plus longtemps, au 1er janvier 2022, cette norme a fait l'objet d'une homologation définitive. Donc, parler des adultes relais, c'est d'abord aborder l'enjeu de la médiation sociale. Je crois qu'il faut savoir, pour pas faire de l'adulte relais pour pas faire de l'adulte relais, j'allais dire une forme de fétichisation, il faut quand même le replacer dans un métier, dans un parcours. Donc, parler des adultes relais, c'est d'abord aborder l'enjeu de la médiation sociale. Cette manière, j'allais dire, de faire du travail social pour apaiser, réguler, résoudre les conflits hein, que vivent les habitants dans les quartiers, mais aussi, ça c'est important, pour faciliter l'accès aux droits des personnes. Comme vous le savez, parce que dans un contexte de dégradation du lien social, on peut citer la fracture numérique associée à la dématérialisation croissante des services publics, la crise démocratique, bien sûr la pauvreté dans les QPV, sans parler de l'insécurité ou du sentiment d'insécurité qui parfois est plus redoutable que l'insécurité elle-même. Donc la médiation sociale apparaît comme un enjeu, un véritable enjeu, comme on dit, de cohésion sociale. Hein, je pense qu'on peut employer ce terme-là, de cohésion sociale, de vivre ensemble, de faire société. Mais ceci dit, comme vous le savez, on y reviendra, la médiation sociale ne peut pas être l'unique réponse. C'est pour ça que la médiation sociale doit se positionner, le médiateur doit se positionner en complément et en coopération avec les autres interventions publiques. Et pour cela, comme vous le savez, la médiation doit s'appuyer sur des pratiques professionnelles solides. Parce que pour régler des difficultés, des conflits, voilà, c'est pas donné à tout le monde, même s'il y a nos adultes relais ont une certaine appétence à la chose sociale, mais quand même, il est attendu de l'adulte relais, comme vous savez, la posture du tiers, c'est-à-dire cette impartialité et cette indépendance. Cela passe par la formation, c'est le cœur de notre rencontre aujourd'hui. La formation comme outil pour transformer les pratiques professionnelles, mais aussi les représentations. C'est ce qu'on attend des obligations assignées aux employeurs que vous êtes. C'est là qu'intervient aussi le plan de professionnalisation des adultes relais mis en place par l'État et aujourd'hui confié, comme on vient de le dire, à City Ressources, hein, qui est notre centre de ressources pour la politique de la ville. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le plan de professionnalisation, c'est à la fois un parcours de formation complémentaire et un outil de sortie vers l'emploi durable. Le plan que nous mettons en place au niveau régional, hein, pas seulement sur le Bouches-du-Rhône, vient accompagner les adultes relais et leurs employeurs en complément, ça c'est important, en complément des autres dispositifs d'accès à la formation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, Cité Ressources et Claudine Bouvanier
vous reviendra là-dessus, mais retenons 3 types d'actions: des journées d'information et de formation, des ateliers d'échange de pratiques professionnelles et un accompagnement individuel vers la sortie du dispositif. Voilà, pour pas être prolongé, pour conclure, ce qu'il faudrait retenir à ce stade-là, la plus-value du plan que nous mettons en place, c'est d'articuler ces actions spécifiques et les dispositifs de droit commun. C'est important, on y reviendra. Il y a d'autres interventions plus qualifiées pour parler, notamment de ce droit commun, c'est-à-dire le compte personnel de formation, le conseil en évolution professionnelle et autres, créé par la loi, comme vous le savez, pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018. Voilà pour l'essentiel, mais j'aurai l'occasion éventuellement de revenir pour compléter les échanges que nous aurons. Et je retiens l'importance de cette première réunion, c'est de créer un collectif, et pour que on a besoin de vous, vous avez besoin de nous pour faire de cet enjeu de la médiation sociale une plus-value pour les populations qui vivent dans ces quartiers. Donc, il est important que cette journée n'est que le début d'un collectif professionnel que nous souhaitons, que ce soit au niveau régional et départemental, continuer à maintenir avec le soutien, bien sûr, de Cité Ressources. Voilà pour l'essentiel de mon propos. Merci. C'était très complet. Donc, monsieur Moustapha Berra, donc, directeur de Cité Ressources. Donc, je te laisse présenter la structure. Oui, très, très rapidement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Bonjour à toutes et tous. Cité Ressources, d'abord, c'est un GIP, un groupement d'intérêt public, qui est piloté par l'État, la métropole Aix-Marseille-Provence et l'association régionale des bailleurs sociaux, la ROHLM. On vient en appui de l'ensemble des acteurs de la politique de la ville sur l'ensemble de la région, PACA, et les adultes relais, c'est un acteur de la politique de la ville aujourd'hui, avec leur employeur, puisque derrière, on a des employeurs, et tous ces acteurs-là, nous, ça a été un élément important dans la décision de porter le déploiement du plan de professionnalisation, parce qu'il nous a semblé important d'avoir comme public des acteurs qui sont des acteurs de proximité au quotidien. Parfois, on est éloigné des territoires, on n'a pas forcément la réalité de ce qui se passe, et à travers les accompagnements qu'on a auprès des adultes relais, ça nous permet de vraiment avoir un point de vue important. Juste les adultes relais, moi, la première fois où j'ai travaillé avec eux, c'était en 2014-2015. On les avait réunis département par département au lancement en 2014 de la nouvelle contractualisation. Et ce qui ressortait à l'époque de manière importante, c'était la difficulté pour les adultes relais de se projeter au-delà des 3 ans. Souvent, ils entraient dans le dispositif et avaient du mal à préparer leur sortie quand ils sortaient, hein, puisque certains ont eu du mal à sortir du dispositif et sont restés bien plus que 3 ans dans ce dispositif. Et je regarde aujourd'hui, on est en 2023, et il me semble quand même qu'on a progressé dans la prise en charge quand même de ces sorties des adultes relais. Pour beaucoup, les employeurs font des efforts par rapport à la formation, et ça nous semble vraiment aller dans le bon sens. Il faut qu'on fasse encore plus, parce que je n'oublie pas que par rapport aux adultes relais, on est dans un processus d'insertion avant tout. Et donc, l'objectif, c'est bien de rentrer dans le dispositif, mais surtout d'en sortir de manière positive quand c'est possible. Donc, voilà, nous, quand on m'a proposé de prendre en charge ce dispositif-là à l'échelle régionale, j'ai réuni toute l'équipe et je leur ai dit en quoi il y a une plus-value pour nous de s'en charger. Et bien, en fait, c'est tout simplement parce que c'est des acteurs de proximité qui ont une forte connaissance des territoires sur lesquels ils travaillent, et ce sont des facilitateurs pour nous dans la mise en œuvre des actions de la politique de la ville. Donc, c'est un vrai plus pour nous, et c'est pour ça qu'on s'est engagé dans cette partie-là. La contrepartie, c'est qu'on les appuie aujourd'hui à travers l'appui que leur apporte Madame Bouvagnier. Ça me semble vraiment important pour nous de les aider dans les sorties, mais aussi d'aider les employeurs, parce que derrière, on voit que ça se déploie de manière différente d'un département à un autre, parfois.
mais derrière, c'est des employeurs et des employeurs qui ont des responsabilités vis-à-vis de ces adultes relais et de leur formation. Donc voilà, après, il y a des éléments qui, moi, me semblent qualitatifs. On a beaucoup de femmes adultes relais et je voulais juste rappeler dans les diagnostics que l'on porte, souvent on a des femmes plutôt isolées, familles monoparentales et qui sont les piliers d'un foyer, qui sont, quand elles sont adultes relais, eh ben, c'est elles aussi qui permettent de faire réseau, d'inscrire dans des stages. Donc il y a un élément extrêmement important à avoir des adultes relais femmes, parce que ça participe aussi d'une meilleure connaissance de leur environnement, réseau et de la mise en réseau pour des perspectives professionnelles. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour ces présentations détaillées. Et donc pour la suite, nous avions envisagé donc le rappel donc du dispositif et ensuite effectivement donc rentrer dans le détail du plan de professionnalisation avec les aspects de droit commun où effectivement les OPCO présents, donc à travers Uniformation et l'AFDAS, nous présenterons le droit commun et ensuite je rentrerai un petit peu plus dans le détail du droit spécifique que représente le plan de professionnalisation des adultes relais au niveau régional. Mais là, nous allons évoquer ce qui s'est passé donc depuis 1 an en termes de, on va dire rapidement, un petit bilan et puis surtout ce sur quoi nous pouvons venir en appui pour les employeurs et les médiateurs. Gwenaëlle, je te laisse de nouveau la parole pour justement présenter le dispositif adulte relais et surtout les points importants à mettre en avant. Oui, merci. J'ai déjà évoqué quelques chiffres tout à l'heure, hein, donc 388 postes adultes relais, dont une trentaine de bataillons, enfin, qui sont bataillons de la prévention. C'est un dispositif récent, hein, une spécificité, on va dire, récente, des thématiques un petit peu élargies, puisque ça, ce sont les thématiques, on va dire, nationales. Et très souvent, et malheureusement, parce que je découvre le dispositif moi aussi, je suis là que depuis 1 an, des thématiques qui sont très larges, c'est-à-dire que vous arrivez à faire de la médiation scolaire et culturelle. Du coup, il faut qu'on arrive à faire des choix. On a des thématiques nationales, donc c'est vrai que c'est parfois compliqué d'arriver à faire rentrer tout le monde dans les cases. Des conditions quand même obligatoires, donc il faut avoir plus de 26 ans pour être adulte relais, il faut être demandeur d'emploi, et il faut résider en QPV. Alors, sur ce petit point, c'est le seul point qui est dérogeable, puisqu'on peut demander une dérogation exceptionnelle au préfet pour que l'adulte relais pressenti ne réside pas en QPV. Il faut quand même savoir qu'on a quand même pas mal de demandes de dérogation, et je pense qu'on va y revenir un petit peu parce que nous trouvons qu'on a un petit peu trop de demandes. Voilà. Donc, on va insister auprès de vous et peut-être vous accompagner. On a pris des liens et on vous les transmettra dès qu'ils seront consolidés avec Pôle emploi pour que justement on puisse pouvoir avoir des candidatures de personnes qui résident en QPV. Voilà, c'est quand même des obligations du poste. Des employeurs, donc très majoritairement associatifs, même si, comme je vous disais tout à l'heure, on a quand même quelques communes, on a des groupes d'intérêt public, voilà. Donc, mais c'est très minoritaire. La plupart des employeurs adultes relais sont associatifs. Voilà. Je vais rester. Oui, effectivement, alors je ne sais pas le détail, mais on pourrait y revenir, mais c'est pas essentiel. On a quand même beaucoup de femmes, effectivement, Mustapha, sur ces postes adultes relais. Vous avez à votre disposition ce livret d'information donc à l'attention des employeurs qui est établi et conçu et publié par l'ANCT, qui est une mine d'or. On s'en sert nous tous les jours et je vous conseille vivement de vous y référer sur tout ce qui est démarches administratives notamment, mais aussi sur toutes les questions au sujet des absences, au sujet des déclarations sur SILAE, au sujet des particularités que vous pourriez rencontrer.
Et donc, je vous engage fortement à le consulter et à l'avoir, on va dire, un peu, non pas en livre de chevet, mais en livre de bureau, de façon à ce que vous puissiez vous y référer. Je vous engage aussi à vous connecter et à vous inscrire sur la grande équipe, qui est quand même une plateforme qui a été réalisée par la NCT et qui permet aux acteurs de la politique de la ville de trouver des documents ressources et de pouvoir aussi échanger avec d'autres partenaires sur un dispositif. Donc, il suffit, vous avez le lien, mais on vous l'enverra, de vous inscrire sur ce lien pour pouvoir bénéficier d'une inscription et d'une vision sur l'ensemble peut-être pas sur l'ensemble, mais sur des sujets, et notamment les adultes relais qui vous concernent. Et vous trouverez le guide, par exemple. Donc, la suite, donc, parmi les personnes partie prenante de ce collectif aujourd'hui, donc nous avons Madame Dassat qui est là pour on va dire, vous aider si vous avez des questions sur le droit du travail, et puis rappeler surtout que c'est un contrat de droit privé. Donc, je vous laisse peut-être prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Alors, ce que je voulais dire en chapeau avant mon intervention, c'est que effectivement, ça a été un peu évoqué tout à l'heure. Quand vous choisissez de recruter un adulte relais au sein de vos structures, vous devez signer une convention avec l'État qui va valider l'accompagnement et qui va valider le fait qu'il s'agisse d'un adulte relais, qui va valider effectivement derrière le financement. Cette démarche est effectivement obligatoire, mais elle n'emporte pas signature d'un contrat de travail. Et je crois que c'est important d'insister là-dessus parce qu'on peut parfois avoir des confusions en la matière. Donc, c'est pour ce faire que nous avons insisté effectivement pour dissocier les deux démarches. Donc, vous avez effectivement la convention à signer et après, avec votre salarié, vous avez à conclure un contrat de travail qui est un contrat de droit privé. Alors effectivement, l'article 5034-103 du Code du travail vise spécifiquement ce type de contrat qui, comme ça a été dit tout à l'heure aussi, est un contrat aidé qui rentre dans les politiques de l'emploi, dans les politiques d'insertion pour l'emploi. Et effectivement, ce contrat prévoit à l'exception, il y a très peu d'exceptions, que les règles de droit privé s'appliquent en la matière. Sur les adultes relais, vous avez deux typologies de contrats. Vous avez effectivement le choix, à l'exception pour les collectivités publiques, vous avez le choix de conclure des contrats en CDI. Et là, il y a certes un formalisme, mais il emporte moins de conséquences si ce formalisme n'est pas respecté que pour le contrat à durée déterminée. Alors, je ne suis pas sûre qu'en proportion, ce soit la majorité voilà, Gwenaëlle me confirme que ce soit la majorité des contrats conclus dans le cadre de cette mesure. Et donc, effectivement, vous avez, pour majoritairement d'entre vous, des contrats à durée déterminée. Contrats à déterminer qui sont pris, comme je l'ai dit, en vertu de la politique de l'emploi. Donc, c'est le motif, puisqu'effectivement, pour rappel, un CDD doit avoir un motif qui doit expressément être inscrit sur le contrat, sous peine, dans l'hypothèse qu'il y ait un contentieux, à ce qu'il y ait une requalification. Donc, c'est important quand même, cette notion et d'écrit et de validation et d'inscription du motif sur le contrat. Ce contrat doit être remis aux salariés et signé dans les 2 jours qui suivent l'embauche et le contrat prévoit une période d'essai d'1 mois qui est renouvelable une fois. S'agissant d'un contrat, ce qu'on appelle un contrat aidé dans le jargon emploi, une prime de précarité, la prime de précarité qui
qui est prévu dans le cadre du contrat à durée déterminée n'est pas dû, sauf si effectivement on est sur une prime, enfin si on est sur une rupture qui vise une insertion particulière sur laquelle je reviendrai si vous le souhaitez. La rupture du contrat à durée déterminée, bon, ben on est là encore sur des règles de droit commun, à savoir soit les parties sont d'accord, soit effectivement un salarié fait une faute grave ou il y a une inaptitude constatée par le médecin du travail. Mais en dehors de ça, en dehors de l'accord et en dehors effectivement de circonstances qui arrivent sur le contrat, théoriquement, celui-ci ne peut pas se rompre, sauf si, s'agissant d'un contrat aidé, et ça peut arriver, je pense, le salarié trouve à s'insérer, on va dire, dans le droit commun, puisqu'effectivement, comme ça a été dit là encore en préambule, s'agissant d'un contrat aidé, l'objectif, c'est que les salariés ne restent pas dans le dispositif ad vitam aeternam. Et donc, s'ils trouvent un emploi classique, bien entendu, le législateur a prévu de leur faciliter la sortie. En dehors de ça, il n'y a pas de régime particulier. Bon, on va effectivement appliquer les clauses qui sont prévues ou les conventions qui sont applicables à la structure employeur. Il n'y a pas de dérogation par rapport à ça. Et le contrat se gère comme tout autre contrat de droit commun. L'obligation de formation des salariés, tout employeur, donc qu'il soit associatif ou pas, est soumis à une obligation qui est inscrite dans le Code du travail. Et là, je vais peut-être insister encore plus, puisqu'effectivement, comme il s'agit d'un dispositif d'insertion dans l'emploi, cette obligation qui concerne l'ensemble des salariés est peut-être encore plus prégnante pour ce type de contrat, puisqu'effectivement, la finalité quand même, c'est que les personnes profitent de ce temps dans l'emploi pour monter en compétences, et pour pouvoir, on va dire, soit faire au mieux s'ils souhaitent rester médiateurs, puisqu'il s'agit vraiment de contrats de médiation, donc en faire leur carrière professionnelle, et se professionnaliser au mieux, soit effectivement accompagner des projets professionnels divers et variés à l'extérieur de l'entreprise. La question de l'entretien professionnel, la notion d'entretien professionnel se veut comme un point qui est fait sur la situation du salarié. Et qui doit permettre effectivement d'accompagner, on va dire, toutes les démarches de formation ou de sortie vers le régime de droit commun. Alors, on vous a inscrit les différentes obligations prévues par le Code du travail. Je ne vais peut-être pas forcément insister dessus. Vous avez tous les outils de l'entretien pro. Mais je crois que ce qu'il faut retenir de mon intervention, c'est ça, c'est de penser vraiment à formaliser les contrats de travail, les contrats à durée déterminée, d'inscrire les personnes qui sont dans ce dispositif dans des parcours de formation, voilà, pour que effectivement le dispositif et l'entrée dans le dispositif remplissent tous les objectifs qui lui sont assignés. Merci Nathalie. Et avant de donner la parole à Madame Marsilia qui a demandé la parole, juste réinsister sur ce que vient de dire Madame Dassat sur les contrats à durée déterminée. Je vous rappelle que la loi dit qu'un contrat à durée déterminée est renouvelable une fois.
Et c'est un petit peu des situations un peu complexes qu'on rencontre régulièrement. Donc, vous avez la possibilité de faire un contrat à durée déterminée de 3 ans. C'est exceptionnel sur le dispositif adulte relais, puisqu'une convention, c'est 3 ans. Donc, voilà, utilisez-le. Je comprends aussi les éventuelles réticences, mais un contrat à durée déterminée ne peut être renouvelé qu'une seule fois. Tout comme je vous demande de faire aussi attention aux périodes d'essai. Vous ne pouvez pas les renouveler indéfiniment. Une période d'essai, ben, c'est un essai une fois. Voilà. Donc, c'était juste un petit point de vigilance. Donc, on va peut-être poursuivre donc, en donnant la parole aux OPCO Uniformation et l'AFDAS, donc avec Monsieur Dumont et Monsieur Julien, qui vont nous présenter donc, le droit commun avant que je reprenne la parole sur le droit spécifique du plan de professionnalisation. Donc, merci à vous. Je vous laisse le partage de parole. Alors, c'est moi qui démarre, donc Bertrand Dumont. Donc, je suis conseiller emploi-formation à l'OPCO Uniformation, qui est l'OPCO de la cohésion sociale. Donc conseiller sur la ville de Marseille, donc je connais certains d'entre vous. Donc là, il me revient de vous présenter les dispositifs permettant de faciliter le parcours professionnel de l'adulte relais. Donc, ce sont ni plus ni moins que les dispositifs des salariés lambda. Donc, en fait, on va parler tout simplement, c'est pour dresser le panorama général des dispositifs qu'ils peuvent mobiliser. Donc, comme tout salarié, un adulte relais peut mobiliser son compte personnel de formation. Donc là, je vous rappelle que le compte personnel de formation, historiquement, s'appelait le droit individuel à la formation, que suite à différentes réformes, il s'appelle dorénavant le compte personnel de formation et qu'il met à disposition un montant pour tous les salariés pour se former. Donc, c'est 500 € par an pour tout salarié qui travaille au minimum à mi-temps, bénéficie de 500 €, voire 800 € pour les plus bas niveaux de qualification qui n'ont pas le diplôme de niveau CAP, BEP. Voilà, donc ça, chaque salarié a ce droit-là, les adultes relais également. Donc, ils créditent en travaillant chez vous des heures chaque année et ils peuvent utiliser ce compte comme bon leur semble, mais surtout sur des formations RNCP ou au alors je jargonne, excusez-moi, répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique, où là on trouve plutôt des formations courtes, plus courtes, type permis, permis B, type certification en langue, les BULAT, les TOEIC. Voilà, donc on peut utiliser son compte personnel de formation sans avoir besoin de l'accord de l'employeur si ça se fait totalement hors temps de travail. Donc là, on n'a pas besoin de l'accord de l'employeur. Si ça se fait sur le temps de travail, bien entendu, il y a besoin de l'accord de l'employeur. Quoi vous dire? Une petite info d'actualité quand même. C'est-à-dire que pour l'instant, le CPF, comme je dis, c'est un compteur, c'est un montant à disposition des salariés. Si le salarié mobilise 1 000 € pour une formation, je ne sais pas, je veux dire 1 500 € pour un permis de conduire et qu'il les a, il n'y aura rien à sa charge. Donc, c'est tout financé par son compte personnel de formation. Là, il y a une petite réforme qui est en train de passer, on attend le décret, pour que les salariés cofinancent leur projet de CPF à raison de 30%. Voilà, donc ça c'est important à savoir, c'est que dans peu de temps, quand le décret sera publié, les salariés devront cofinancer leur projet de formation à hauteur de 30%. Ce qui risque de mettre un petit frein au CPF, mais il faut savoir que le CPF était beaucoup utilisé pour faire des langues, pour faire du permis de conduire, un peu moins de certification professionnelle, de diplôme, voilà. Voilà, donc là, juste inciter les adultes relais à ouvrir leur compte et justement pour vérifier que les comptes sont bien crédités chaque année. Ça, c'est la première chose. C'est plus géré par les OPCO, hein, que ce soit clair. Maintenant, c'est une plateforme nationale qui est gérée par la Caisse des dépôts et consignations. Les OPCO n'ont plus aucun rôle dans le financement du CPF.
Le conseil en évolution professionnelle, donc ça, c'est arrivé, comme on l'a cité tout à l'heure avec la loi de 2018. Donc, le conseil en évolution professionnelle, c'est le droit à bénéficier d'un conseil externe gratuit sur un projet du salarié, en lien ou non avec son poste. Ça peut être une reconversion professionnelle, ce n'est pas forcément pour un développement des compétences du salarié. Ça peut être aussi un demandeur d'emploi qui a un projet qui recherche un emploi. Ça peut être aussi des conseils sur la rédaction d'une lettre de motivation, d'un CV. Du conseil sur la création et la reprise d'activité également. Donc, on a différents opérateurs qui sont habilités pour dispenser ce conseil en évolution professionnelle. Donc, pour les salariés et les indépendants, on va plutôt s'adresser au réseau EVA en région PACA. Donc, le réseau EVA, c'est, je ne sais pas si vous connaissiez avant les CIBC. Donc, en fait, derrière, il y a ces anciens centres de bilan de compétences qui ont été retenus par appel d'offres en région PACA pour les salariés et les demandeurs d'emploi, et les indépendants. Pour les demandeurs d'emploi, les opérateurs qui sont retenus pour faire ce conseil en évolution professionnelle, ça va être Pôle emploi, les missions locales, Cap emploi et l'APEC pour les cadres. Voilà, donc c'est un conseil gratuit qui peut aller jusqu'à 6 heures par salarié. Si un salarié n'est pas du tout au clair sur son projet, là, on l'oriente plutôt sur un bilan de compétences plutôt que sur un conseil en évolution professionnelle parce qu'on est limité à un certain nombre d'heures, 6 heures maximum. Voilà, donc là, bien entendu, l'objet, c'est que ça soit facilité pour les salariés et les demandeurs d'emploi. Et du coup, il y a à la fois des permanences individuelles et ouvertes en physique, et il y a la possibilité également de faire des entretiens téléphoniques ou par visio, voilà, pour parler de son projet professionnel. La VAE, donc ça fait un petit moment que ça existe, la validation des acquis de l'expérience. Donc là, l'objet de la VAE, c'est d'obtenir une certification professionnelle en apportant la preuve à un jury de VAE qu'on a les compétences en rapport à un diplôme visé. Donc là, il y a plusieurs process pour la VAE. Ça dépend du diplôme visé et du ministère, des certificateurs plutôt, qui va délivrer la certification professionnelle. Donc, la plupart du temps, il y a un livret 1 où on vérifie l'éligibilité du candidat à la validation des acquis de l'expérience. On est plutôt sur un process administratif où on va regarder si la personne a bien exercé au minimum 1 an une activité professionnelle en rapport avec le diplôme visé. Donc ça, c'est plutôt la phase de éligibilité administrative du candidat à la VAE. Une fois qu'on a reçu son éligibilité à la VAE, on passe à la rédaction d'un livret 2. Donc, le livret 2, on est plus, là, on rentre dans le détail des compétences professionnelles mises en œuvre par le salarié, toujours en rapport avec le référentiel de certification du diplôme visé. Donc, l'idée, c'est d'aller très en détail sur ce qu'on a mis en place, ce qu'on a fait lors de ses précédentes expériences professionnelles ou bénévoles. Et du coup, on peut être accompagné par un organisme, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement VAE, pour l'établissement de ce livret 2. Voilà, donc parce qu'on n'a pas souvent le recul suffisant pour savoir si on va assez loin dans le détail de ses activités professionnelles. Et là, les OPCO, même le CPF peut servir à financer un accompagnement VAE. Les OPCO peuvent aussi le financer dans le cadre du plan de développement des compétences si l'employeur le souhaite. On a également d'autres dispositifs qu'on peut mobiliser pour financer ces actions de VAE, qui ne sont pas en tant que telles des actions de formation, mais qui sont finançables sur les fonds de la formation continue. Enfin, le dernier dispositif que je souhaitais aborder avec vous, c'est Transition Pro PACA. Donc, ça s'appelle en fait maintenant de différentes façons, le CPF de transition professionnelle ou le projet de transition professionnelle.
Donc, on connaît mieux en fait ce dispositif avant qui s'appelait le congé individuel de formation, donc qui s'est transformé donc avec les réformes et s'appelle dorénavant le projet de transition professionnelle. Donc là, c'est un salarié qui a travaillé, qui a au moins 24 mois d'activité salariée, dont 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, peut déposer un projet auprès de cet organisme donc en région PACA qui s'appelle Transition Pro PACA et qui avant n'est ni plus ni moins que le fonds GESIF PACA qui a été, réformé, on va dire. Donc, les salariés qui souhaitent se reconvertir peuvent déposer un projet auprès de Transition PACA pour que leur projet soit examiné en commission. Donc là, l'idée, c'est de suivre une formation certifiante. Donc, on est plutôt sur du diplôme titre RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles. On est sur des formations plutôt de 1200 heures maximum. En tout cas, il y a une priorité sur les formations longues et de 1200 heures maximum. Et la commission décidera si le projet est financé ou non en fonction des chances d'employabilité du candidat une fois qu'il aura obtenu sa certification professionnelle. Donc, on va regarder vraiment qu'il y a des chances que ce soit un diplôme recherché au niveau du marché du travail, au niveau local. Donc ça, c'est un gros enjeu. Il y a également la taille de la structure qui va rentrer en ligne de compte. Il y a plusieurs critères qui vont faire que le dossier va recevoir un avis favorable ou non. Donc, s'il y a un avis favorable, il y a un financement, bien entendu, du coût pédagogique. Donc, il y a des plafonds. Donc, ça, s'il faut les salariés qui souhaitent déposer un dossier sont au courant de ça parce que c'est marqué très clairement sur le site. Donc, le coût pédagogique, le maintien de la rémunération, c'est en ça que c'est pareil que le CIF, dans ce sens que le salarié part se former à raison de 1200 heures maximum et on lui maintient sa rémunération pendant son temps de formation. Et également, il y a la possibilité de prendre en charge des frais annexes pendant ce temps de formation. Donc, comme je vous le disais, c'est plutôt sur des projets de reconversion professionnelle. Donc là, j'en parle parce que les salariés qui sont là, les adultes relais qui sont chez vous depuis un certain temps, sont éligibles à ce projet de transition professionnelle et donc peuvent éventuellement déposer aussi un dossier auprès de Transition Pro PACA. Voilà, je laisse la suite, sauf s'il y a des questions, à mon collègue de l'AFDAS, M. Cyril Julien. Merci. Merci beaucoup. Merci. Pas de questions par rapport à ces différents dispositifs? Bon, mais j'enchaîne. Donc, principal levier du côté de vos opérateurs de compétences que sont Uniformation ou l'AFDAS, le plan de développement des compétences. Le plan de développement des compétences, c'est l'appellation donnée à votre possibilité budgétaire de droit de tirage que vous avez tous les ans auprès de votre opérateur de compétences. Un budget qui est fixé selon la taille de votre structure et qui vous permet de financer toute action de formation auprès d'un prestataire qui a la certification Calliope, c'est-à-dire un organisme de formation en bonne et due forme au niveau de la législation, et qui va permettre de financer une action de formation directement réglée par l'opérateur de compétences à l'organisme de formation. Ce plan de développement des compétences, il tire sa source de financement de votre cotisation via votre DSN à l'URSSAF pour la formation professionnelle. Toutes les structures de moins de 50 équivalents temps plein peuvent en bénéficier. Les adultes relais étant engagés en CDI ou CDD de droit commun, vous pouvez, vous, employeur, décider de financer une action de formation en développement des compétences auprès de ce public d'adultes relais via ce levier financier qui est le plan de développement des compétences.
Il existe donc 11 OPCO différents. Là, par rapport aux différents champs des employeurs d'adultes relais, nous avions identifié que les opérateurs de compétences étaient soit Uniformation, soit l'AFDAS. Donc là, après, si vous vous interrogez sur l'opérateur de compétences duquel vous dépendez, vous n'hésitez pas à revenir vers Madame Bouvanier qui vous indiquera, selon votre convention collective, si vous dépendez de l'AFDAS ou d'Uniformation. Voilà pour ce point sur ce levier financier qui est le plan de développement des compétences. Rapidement, pour vous donner un montant, les structures de moins de 11 équivalents temps plein ont un droit de tirage à hauteur de 1 400 € hors taxe. Les structures entre 11 et 49 équivalents temps plein ont un droit de tirage à hauteur de 2 100 € hors taxe. Je laisse la parole à nouveau à Bertrand s'il n'y a pas de questions sur ce dispositif plan de développement des compétences pour qu'il vous détaille l'offre spécifique à Uniformation. Alors, moi, je vais revenir Merci. sur une question qui a été posée dans le chat sur l'éligibilité des adultes relais en CDD au projet de transition professionnelle. Oui, ils sont éligibles tout à fait. Hein. Les CDD sont éligibles au projet de transition professionnelle à condition qu'ils aient une ancienneté au moins de 24 mois. Donc, c'est le cas, là, dans le cas que vous nous citiez, et 4 mois en CDD au cours de la dernière année. Voilà les conditions d'accès au PTP CDD. PTP, Merci. projet de transition professionnelle. Oui, alors pour les adhérents d'Uniformation, les conditions de prise en charge sont un peu différentes parce qu'on a beaucoup d'employeurs qui sont présents aujourd'hui qui relèvent d'une branche professionnelle où il y a une surcotisation conventionnelle assez importante, notamment dans le secteur ALISFA, acteur du lien social et familial, dont relèvent les centres sociaux et socioculturels. Et dans la branche animation, il y a également une surcotisation très importante. Ce qui fait que nous, il n'y a pas de, comme on parle de droit de tirage, on peut déposer autant de dossiers qu'on le souhaite à Uniformation grâce à cette contribution conventionnelle importante et cette cotisation importante de votre part. Hein. Ce n'est pas un hasard, c'est que vous cotisez plus, tout simplement. Donc, on n'a pas cette question de droit de tirage. En plus, le conseil d'administration d'Uniformation a décidé d'avoir des lignes budgétaires supplémentaires pour la formation en médiation sociale. Donc, il y a beaucoup d'adultes relais qui font de la médiation et qui sont de fait éligibles à ces lignes budgétaires spécifiques et qui permettent de former tous vos médiateurs et tous vos adultes relais, mais pour vraiment des formations en lien avec la médiation sociale. On ne va pas former un adulte relais sur de la bureautique. Il faut que la thématique soit en lien avec la médiation sociale. Ça peut être également une formation certifiante, diplômante et longue. Donc là, on a des moyens assez importants pour tout ce qui est médiation sociale. Et par ailleurs, notre national a déposé un projet auprès de l'Agence nationale de la cohésion et des territoires sur les aidants numériques. Donc, pour des adultes relais qui seraient sur la médiation numérique pour faciliter l'accès des usagers à tout ce qui est service public, démarches administratives en ligne, on a également des fonds supplémentaires pour aider nos employeurs et nos adhérents qui auraient des projets de formation de leurs adultes relais sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas si vous avez des projets pour vos médiateurs, vos adultes relais, de vous rapprocher de votre conseiller. Donc, moi, je suis sur Marseille, mais vous avez d'autres conseillers, je vous donnerai les noms peut-être, sur le reste des Bouches-du-Rhône. Tout à fait, c'est ce genre d'action dans le droit spécifique que nous faisons, c'est accompagner toutes les informations que vous venez de nous détailler. Donc, effectivement, vous pouvez revenir vers nous pour qu'on vous donne tous les détails. Oui. Donc, Monsieur Julien, je crois que… Alors, du côté de l'AFDAS, ensuite, nous avons aussi une politique conventionnelle, notamment sur la branche du spectacle vivant, qui accueille du public en adulte relais, qui emploie des adultes relais.
Du coup, le conseil de branche du spectacle vivant a décidé de financer hors plafond, c'est-à-dire hors des budgets disponibles pour financer de la formation auprès de la structure, deux thématiques sur 2023 qui sont donc finançables totalement hors plafond. Une première thématique autour des violences et harcèlements sexistes et sexuels, les VHSS, où on propose 4 parcours de formation, un parcours d'1 jour sur acquérir les fondamentaux en matière de VHSS, un parcours de 2 jours sur contribuer au déploiement des mesures de lutte contre les VHSS, et 2 parcours de 3 jours sur bâtir et déployer son plan d'action, et un parcours aussi sur être ambassadeur référent VHSS dans sa structure. Pour cela, nous avons contractualisé avec des organismes de formation qui ont répondu à une offre marché public pour être labellisés et référencés AFDAS. Et en passant par ces organismes de formation et cette offre, ça permet un financement totalement hors plafond pour ces 4 parcours de formation concernant les VHSS. De la même manière, nous avons aussi contractualisé avec des organismes de formation pour bâtir une offre autour de la transition écologique, où nous avons une vingtaine de modules de formation qui sont proposés avec les mêmes critères de financement, c'est-à-dire hors plafond des budgets disponibles, pour financer des actions de formation liées à la transition écologique qui peuvent aller des fondamentaux de la RSE jusqu'à bâtir un événement éco-responsable ou mettre en place une stratégie bas carbone. Donc voilà les deux offres que je voulais mettre en avant du côté de l'AFDAS pour financer de la formation, qui peuvent éventuellement rentrer dans les attributions d'un poste d'adulte relais qui serait en médiation. Voilà, côté AFDAS sur ces 2 offres qui sont proposées en 2023. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous pour tous ces détails et précisions. Et donc, je vais présenter l'action spécifique, le plan de professionnalisation des adultes relais. Donc là, on vous présente les Bouches-du-Rhône, mais il faut dire que ça s'inscrit donc dans chaque département, c'est régional. Donc, nous sommes donc à Cité Ressources une mission d'appui donc pour la DRETS, la DETS, et bien évidemment donc tous les employeurs et les adultes relais. Et bien sûr, comme vous voyez, on travaille avec beaucoup de services et d'organismes présents aujourd'hui. Donc, le plan correspond, comme nous l'expliquait Monsieur Chabi, donc à différentes actions. Donc, la première action, c'est la rencontre d'échanges de pratiques. Alors, les échanges de pratiques, ce ne sont ni des analyses de pratiques, ni de la formation et ni de la VAE. C'est-à-dire que ce sont des temps d'échange entre pairs. Donc, les adultes relais se rencontrent et on leur propose une thématique, mais l'idée est de se mettre donc en groupe, en sous-groupe et de travailler sur leur pratique professionnelle, d'échanger et de transférer des compétences, et également donc nous leur apportons donc à chaque fois un cadre précis sur la thématique et des outils donc par un formateur, mais l'idée est vraiment de partager le quotidien professionnel et les difficultés qu'ils rencontrent et trouver des outils, des réponses ou les orienter vers des formations ou justement parfois on sent qu'il y a un besoin d'analyse de la pratique, etc. Donc les rencontres d'échange de pratiques, ça permet de faire un diagnostic un peu des besoins et d'apporter un premier niveau d'échange. Donc comme vous voyez, on a travaillé sur le cadre déontologique de la médiation sociale. Donc pareil, on a parlé de France Médiation qui travaille donc avec l'ANCT entre autres, hein, et ils sont, on va dire, référents national de la médiation sociale. Et on peut trouver des webinaires très, très bien faits sur pas mal de sujets et précisément le cadre déontologique. Donc, on s'est appuyé et on informe donc les médiateurs de tout ça. L'identité professionnelle, le développement des compétences, tout tourne autour finalement du développement des compétences et des problématiques, on va dire, qu'ils peuvent rencontrer et avoir une meilleure connaissance de leurs compétences pour pouvoir évoluer.
Donc, on a abordé aussi le fait religieux et là, prochainement, donc, comme vous allez recevoir le PowerPoint, vous pourrez cliquer en tant qu'employeur pour inscrire vos adultes relais sur la prochaine journée, donc qui sera la confiance en soi, mais toujours pareil, orienté entretien, par exemple, devant un jury de VAE. Donc voilà, vous voyez, c'est toujours vraiment, on ramène toujours à la professionnalisation. Donc ça, ce sont les premières actions que l'on mène, donc des rencontres. Et on a besoin aussi de vous pour savoir, en tant qu'employeur, quels besoins vous ressentez. Donc n'hésitez pas à nous écrire, à être vraiment partie prenante de cette mise en œuvre de ces journées d'échange de pratiques sur les thématiques. Et puis, voilà. Ensuite, pareil, donc les sessions d'information en visio. Là, ça peut s'adresser soit aux adultes relais, soit aux employeurs comme aujourd'hui. Donc, c'est une façon, donc en visio, d'apporter de la connaissance. Donc, en général, ce sont des visios courtes entre, on va dire là, c'était une moyenne 1 heure, mais en général, c'est 45 minutes à 1h30. On essaie de pas prendre trop de temps. Et les sujets, comme vous avez vu, donc en septembre, c'était la présentation du plan. Donc ensuite, il y a eu la présentation de la plateforme La Grande Équipe, donc avec un collègue qui expliquait les fonctionnalités donc, de la grande équipe. Et il y a différents groupes de travail donc, qui existent. Et donc, on a essayé d'expliquer qu'on pouvait créer un groupe donc, dans chaque département. Ensuite, il y a eu des échanges entre médiateurs de différents départements. Donc, il y avait eu des échanges de pratiques sur une même thématique sur 3 départements. Et donc, on a pu réunir donc, les médiateurs qui avaient assisté à ces journées pour qu'ils puissent échanger. Et ça a été très, très intéressant, très riche. Donc, on essaie aussi de sortir un petit peu du département pour qu'ils puissent échanger. Donc, ensuite, la 3e proposition, c'est un accompagnement individuel. Donc, si vous avez des questions, comme on vous a dit tout au long donc là, de cette présentation, n'hésitez pas à revenir donc, vers la dette, vers les OPCO, vers tout le monde. Mais nous pouvons être donc, à Cité Ressources la première porte d'entrée. Donc, mon mail, vous m'écrivez et puis ensuite, je vous oriente vers les DP, vers la dette. Voilà. Ensuite, il y a des rencontres que l'on propose également donc aux adultes relais. Donc on a proposé des rencontres et là il y a des dates à venir également à la Cité des métiers. Donc là c'est pareil, c'est un partenaire que tout le monde connaît et donc on a un accueil donc d'un groupe, d'un collectif de 10 personnes où il y a donc des présentations et donc ça dure 2h30 et là ensuite on peut faire des entretiens donc individuels. Donc les entretiens individuels, il existe comme vous ont présenté donc là, comme on vient de vous présenter, il existe le conseil en évolution professionnelle. Donc, il est vrai qu'on oriente en général les employeurs et les adultes relais vers des conseils en évolution, l'adulte relais vers le conseil en évolution professionnelle, mais il est sûr que pour arriver déjà à avoir cette information, parfois donc c'est ce que l'on explique donc dans ces journées ou dans ces entretiens individuels, c'est le droit commun qui vient de vous être expliqué. Et ensuite, on va dire, on apporte un soutien, c'est comme un coaching pour qu'ils ne perdent pas le fil et qu'ils aillent jusqu'au bout de leur démarche. Mais le droit commun est vraiment ce vers quoi on encourage les adultes relais à aller, c'est-à-dire pouvoir faire des entretiens avec un conseil en évolution professionnelle ou tout simplement se retourner vers des financements de formation, d'accompagnement à la VAE. Et on fournit régulièrement, donc le 4e point, des liens. Donc, comme vous avez pu voir, des liens d'information, donc soit sur notre site, soit régulièrement on communique pour avoir accès à tout ce qu'il existe en termes d'évolution dans leur métier et surtout leur profession de médiateur social. Donc voilà le plan, on vous le présente, donc ça correspond à ça. On souhaitait donc aujourd'hui surtout avoir aussi vos témoignages et on est là pour répondre à vos questions. Donc on souhaitait savoir si vous avez déjà utilisé donc les outils qui vous ont été présentés ou d'autres et si vous voulez témoigner ou alors nous poser des questions si vous avez des interrogations, n'hésitez pas. Donc on vous écoute. Est-ce que dans le chat, il y a eu des questions éventuelles? Non. Oui, il y a eu une question sur
savoir si un adulte relais peut partir en transition pro après son CDD ou est-ce qu'il faut qu'il soit toujours en cours de contrat? Je crois qu'on a répondu à cette question, en fait. Alors, la question, c'est en cours de contrat ou à la fin du contrat, hein, c'est ça, parce qu'on a déjà répondu effectivement au fait qu'une personne en CDD peut bien évidemment mobiliser ce dispositif, mais si là, je comprends bien le détail de la question, c'est est-ce que la personne, elle part avant la fin de son CDD, hein, si j'ai bien compris? Oui, alors c'était moi qui ai posé la question, Oui. Anna d'Art et Développement. Effectivement, ma question, c'était de savoir, mais je pense que j'ai plus le nom en tête, m'a répondu effectivement tout à l'heure. C'était de savoir si effectivement un adulte relais doit forcément rentrer dans ce dispositif avant la fin de son contrat, et du coup, dans quelle mesure ça suspend le contrat de travail ou du coup, il peut prolonger au-delà de la durée de son contrat de travail, ou est-ce que justement il peut rentrer dans le dispositif après son CDD de 3 ans, et donc si j'ai bien compris, il est possible qu'il rentre dans ce dispositif après son CDD, dans la mesure où ça intervient dans les 4 mois suivants. Alors, c'est 6 mois en fait, il a 6 mois juste après la fin de son CDD pour faire une formation. Voilà, c'est 6 mois après son CDD. Et la demande doit être déposée alors qu'il est en CDD. Ah, par contre, ça doit être la déposé. demande qui doit être déposée. Ce n'est pas D'accord. forcément la formation qui doit démarrer. D'accord. La demande doit être déposée alors que le CDD est encore en cours. OK. Merci. Est-ce que d'autres employeurs ont des questions pointues? Profitez-en. Oui, on vous écoute. Yasmine Dina, directrice d'un centre social. Je voulais savoir par rapport au plan de professionnalisation que vous venez de présenter, comment on peut avoir ces informations, parce que là, je vois qu'il y a de nombreux regroupements qui ont été déjà programmés, qui ont été faits, et j'avoue que je n'en ai pas eu connaissance. Et donc, je voulais savoir comment on peut avoir cette information pour accompagner les personnes qui sont adultes relais sur les propositions que vous faites de rencontres, d'informations, etc. Alors, les relais sur les territoires sont les délégués du préfet, donc je pense avec qui vous communiquez. Donc ça, c'est votre premier relais de proximité. Ensuite, vous êtes en lien aussi avec les services de la DETS. Et aujourd'hui, du coup, vous nous avez identifiés. Donc, voilà, donc désolée que vous ne nous ayez pas identifiés avant, mais voilà, vous êtes dans la boucle, donc vous recevrez l'information et puis là, le PowerPoint en l'occurrence, mon mail, et normalement, on vous fait un envoi collectif d'invitation donc à ces dates. Et on fait en général minimum 3 semaines à 1 mois avant la date, l'invitation, de façon à ce qu'on puisse le planifier. Et si vous avez effectivement des questions, n'hésitez pas, on les relaie également aux personnes que vous souhaitez contacter si vous n'avez pas leur contact. D'où l'intérêt, Voilà. ça me fait rebondir sur la communication de vos adresses mail, parce que les adresses mail que nous avons, c'est celles que vous déclarez sur les AR, tout simplement, AR1, AR2. Donc, s'il y a des modifications, s'il y a des changements que vous ne les signalez pas, eh bien, malheureusement, on reste un peu muet des fois. Voilà. Donc là, on a fait une liste de diffusion qui part donc effectivement de cette, a priori, je n'ai pas eu de retour négatif sur les envois, donc je pense qu'on a une liste qui se consolide un petit peu. Donc voilà, donc n'hésitez pas de toute façon quand vous recevrez éventuellement les invitations, n'hésitez pas à la relayer à vos collègues si vous voyez qu'éventuellement on avait oublié quelqu'un. C'est ce qu'a fait Fabienne Bénet, par exemple, l'ADP. Sur ma dernière liste, elle a dit mais je ne vois pas les 3, enfin il y avait 3 structures qu'elle ne voyait pas et elle a relayé. Voilà, donc il faut pas hésiter et nous faire un petit mail, du coup, comme ça on peut vous rajouter. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas eu accès au chat peut-être ou non? Donc, on souhaitait également présenter, donc, on va dire un dernier dispositif, donc, et ensuite également un complément de plan. Donc, le dispositif local d'accompagnement. Madame Charpentier, parmi nous, j'ai vu son message. Oui, bonjour. Ah, bonjour Madame Charpentier, merci d'être là. Bonjour.
Eh bien, oui, donc, je suis là pour… Oui, pardon, excusez-moi. Donc, on vous laisse nous présenter le DLA et sur notre territoire, comment… Oui, ça se décline. Voilà, Oui. merci. Donc, le DLA est le dispositif de soutien aux structures de l'économie sociale et solidaire, dont les entreprises ESUS, dans un but de création, consolidation d'emplois, et qui intervient sur toutes sortes de problématiques. Donc, comment ça se passe dans les Bouches-du-Rhône? Il y a une équipe de 3 personnes qui sont à temps plein sur ce dispositif. Et donc, les structures de l'ESS peuvent nous contacter directement en nous faisant part d'une problématique qu'ils ont sur leur structure. Donc, la problématique, c'est vraiment des problématiques diverses et variées. Ce qu'il faut, c'est que ce ne soit pas une problématique avec un gros sentiment d'urgence. Dans ce cas-là, malheureusement, les délais que prennent le DLA et pour passer à travers tout le processus d'accueil, de diagnostic et d'accompagnement sont plutôt sur le moyen terme. Donc, on ne répond pas de l'urgence, mais à part cette caractérisation-là, on peut répondre à peu près toutes les problématiques que peuvent rencontrer une structure. Et quand je dis problématique, en fait, ça peut paraître un peu négatif, mais ça peut aussi être quelque chose de positif. Ça peut être quelque chose autour de la stratégie de développement, ça peut être quelque chose autour des ressources humaines, de la communication. Enfin, ça peut vraiment englober beaucoup de choses. Donc, comment ça se déroule? C'est que les structures nous contactent, ça doit être volontaire. Il y a une personne, une chargée d'expertise qui fait un diagnostic à 360 de la structure. Donc, c'est un diagnostic qui est au plus possible collaboratif. On vient faire intervenir plusieurs parties prenantes pour vraiment avoir une vision globale de la structure, de ses activités, de ses parties prenantes, et puis de pouvoir aussi problématiser et avoir un accord sur la problématique que le DLA vient régler. À la suite de ça, il y a une consultante ou un consultant qui est sélectionné. Donc, pareil, c'est une mise en concurrence. C'est la structure qui a le dernier mot, donc qui choisit le ou la consultante qui va intervenir. Et après, il y a un accompagnement à la suite de ça, dans une moyenne de 4 jours et demi d'accompagnement sur la problématique identifiée. Donc ça, c'est pour le DLA. En fait, c'est un accompagnement individuel, et on a aussi un autre type d'accompagnement, c'est un accompagnement qui est collectif. Là, c'est un accompagnement où on a en moyenne 7-8 structures qui participent. La problématique est une problématique commune. On a des accompagnements collectifs, par exemple, autour des enjeux de communication, du portage associatif, des outils de pilotage financier, par exemple. C'est des termes qu'on peut aborder dans des accompagnements collectifs. Et là, les structures de l'ESS peuvent en faire jusqu'à 2 par an. Et donc là, c'est de participer, pareil, c'est environ 4 jours avec un consultant sur un thème qui est précis, mais donc aussi avec des pairs, ce qui permet d'échanger et d'avoir tout de même le consultant qui fait une démarche personnalisée, puisqu'on vient identifier vraiment les problématiques de chaque structure et travailler avec elle. Et puis, le consultant fait un suivi personnel avec chacune des structures suite à cet accompagnement collectif pour vraiment accompagner toute la démarche. Donc, c'est les deux façons de faire un DLA. Donc, comme je disais, pour le DLA collectif, les structures peuvent bénéficier du DLA collectif jusqu'à 2 fois par an. Pour le DLA individuel, c'est 1 fois tous les 4 ans. Donc, on s'assure aussi, c'est pour ça que je parlais au tout début de la notion d'urgence, on s'assure aussi quand les structures nous contactent que c'est le bon moment pour elles, pour qu'elles puissent bénéficier au mieux en fait, de ce DLA, puisque tous les 4 ans, c'est quand même assez long. Et donc, par exemple, si on détecte qu'il y a un feu à éteindre et que c'est plutôt une situation qui est gérée en urgence, on va rediriger vers un autre dispositif qui est également porté vers France Active, qui s'appelle SOS Rebond, et qui, là, à l'inverse, est spécialisé pour les structures qui traversent une période de tension. Et donc, on agit vraiment très vite. On s'engage à faire un diagnostic avec les documents et l'entretien qu'on peut faire avec la structure 5 jours après avoir reçu les documents. Donc là, c'est plutôt pour tout ce qui est urgence. Et si, par exemple, on détecte que la structure n'est pas forcément à la phase où elle profiterait le plus du DLA, on a aussi plein d'autres options et de prescription, redirection avec les collègues de l'accompagnement, le mouvement associatif, Intermade, ça peut être aussi avec la CRES. Donc, on a tout cet écosystème-là aussi où on peut rediriger
et comme ça permettre aux structures de bénéficier le plus possible d'un parcours d'accompagnement complet. Merci voilà beaucoup. Merci. Donc, si je comprends bien, c'est sur la base du volontariat. Donc, tous les employeurs qui auront l'information doivent forcément venir à vous et éventuellement, en fonction des sujets qui seront demandés, vous pourrez voir quelle suite vous pouvez donner en accompagnement collectif éventuel. Donc, n'hésitez pas en tant qu'employeur à… Voilà. Collectif et individuel. Juste une dernière information. Pour 2023, on a énormément de demandes. Pour 2023, en fait, notre file active est déjà pleine. À part, on se réserve les dernières places qu'on a pour les structures de l'IAE. Mais sinon, par exemple, pour des DLA individuels, les collectifs, ce n'est pas le cas, mais pour les DLA individuels, ça va déjà aller au début 2024 qu'on pourra commencer les accompagnements parce le DLA des Bouches-du-Rhône est extrêmement sollicité. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi de ces délais qui ne peuvent pas malheureusement traiter de l'urgence, parce qu'on a des files actives qui sont pleines très vite et donc on étale sur l'année les accompagnements. Merci beaucoup. On va redonner la parole donc à Monsieur Dumot ou Monsieur Julien qui vont pouvoir nous apporter un complément. Donc justement, merci beaucoup pour l'information sur le DLA. Et donc, messieurs, la prestation de conseil en ressources humaines, vous nous aviez évoqué cette prestation qui peut aussi venir s'inscrire pour les employeurs. Je vous laisse la parole. Alors, tout à fait. En termes de prestations, du côté des OPCO, nous proposons à la fois le financement des formations professionnelles, mais aussi le financement de dispositifs d'accompagnement. Ces dispositifs d'accompagnement peuvent être soit substitués à un DLA si la file d'attente au DLA est trop longue, par exemple, ou éventuellement peuvent venir en deuxième étage de la fusée après avoir fait un DLA, par exemple. Si le DLA n'a pas été suffisant pour répondre à l'intégralité des problématiques qui ont été posées, on peut éventuellement, à votre demande, pareil, on est sur la base du volontariat et un rapprochement de la structure de son OPCO pour envisager le financement d'un dispositif d'accompagnement qui va prendre la forme d'une prestation de conseil en ressources humaines. Du côté de l'AFDAS, nous proposons ces dispositifs d'accompagnement depuis plusieurs années, avant que la prestation de conseil en ressources humaines existe, et c'était financé directement par nos branches professionnelles. Du coup, du côté de l'AFDAS, ça a une dénomination qui s'appelle appui conseil. Ces dispositifs d'accompagnement ensuite sont déclinés en plusieurs thématiques. Ça peut être de l'appui conseil RH, de l'appui conseil RSE, de l'appui conseil en transformation digitale, en cybersécurité, en égalité professionnelle. Toute une gamme en fait de dispositifs d'accompagnement, où de la même manière que sur nos offres de formation référencées, via une offre marché public, nous avons sélectionné des cabinets spécialisés soit en RSE, soit en RH, soit en digital, pour accompagner les structures. Cet accompagnement, il a une durée du côté de l'AFDAS de 5 journées qui peuvent être ensuite étalées sur un planning de 12 mois comme vous le voulez. C'est-à-dire que ces 5 journées sont des journées où vous passez du temps avec le prestataire qui va récolter des informations vous concernant, qui va challenger des offres de plan d'action, des offres de suivi, de bilan, par rapport à vos problématiques, et vous permettre d'avancer sur une question et de gagner du temps lorsque, par exemple, on veut décliner une politique RSE à l'intérieur de sa structure, mais qu'on ne sait pas par quel bout la prendre. Et du coup, là, de passer par un cabinet dont c'est l'activité principale, la RSE, par exemple, ça permet de gagner énormément de temps sur la mise en place d'un plan d'action concernant la structure. Voilà, du côté de l'AFDAS, sur le focus par rapport à ce dispositif d'accompagnement, enfin ces dispositifs d'accompagnement. Je laisse la parole à mon collègue d'Uniformation pour qu'il décline de son côté l'offre PCRH. On a exactement la même offre de service en fait donc on a une convention avec la DRETS-PACA pour le PCRH, donc qui connaît un petit tassement. En fait, on a un peu moins de demandes depuis qu'il y a la procédure des minimis. En fait, les associations doivent déclarer qu'elles ont perçu moins de 200 000 € au cours des 3 derniers exercices.
Et du coup, ça a un peu diminué le nombre de demandes sur ce dispositif-là. Donc, comme pour mon collègue de l'AFDAS, on a référencé des cabinets spécialisés, nous, alors plutôt RH, pas trop RSE, on est plutôt sur vraiment l'activité RH, pour qu'ils soient en mesure de faire des diagnostics RH dans les structures, et ensuite un accompagnement RH sur certains projets, mais toujours très sur la fonction ressources humaines. Hein. On est toujours sur la fonction ressources humaines et on est très vigilant à ce que ça reste là-dessus. Mais c'est vrai que maintenant, le PCRH peut aller sur la RSE, sur tout ce qui est transition écologique, sauf que les cabinets qu'on avait référencés n'avaient pas forcément cette compétence au moment où on les a référencés. Donc, il y a moins de choix dans les cabinets si vous allez sur ce terrain-là. Et si jamais vous êtes touché par la procédure des minimis, donc vous percevez plus de 200 000 € de subventions au cours des 3 derniers exercices, on a notre propre dispositif qui s'appelle, pour les structures de moins de 50 uniquement, qui s'appelle le Zoom RH à Uniformation, donc, qui équivaut à l'appui conseil de l'AFDAS, appui conseil RH. Voilà, nous, c'est 6 jours de conseil par un cabinet. Alors, c'est soumis à versement volontaire. Bon, bref, il faut vous expliquer un peu tout ça, mais si vous êtes intéressé, là encore, je vous incite à prendre rendez-vous avec votre conseiller de votre territoire. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc, je souhaitais également parler rapidement, puisque ma collègue est là également, donc de la formation obligatoire valeurs de la République et laïcité. Donc, peut-être, Gwenaëlle, tu souhaitais, c'est Laetitia qui porte le plan au niveau régional. Il y a les références, donc vous voyez dans Cité ressources, Laetitia, plan valeurs de la République et laïcité. Donc, si vous avez des questions, ensuite, vous pourrez la contacter à partir du PowerPoint. Mais Gwenaëlle, si tu veux dire 2 mots sur… Oui, c'est vrai que c'est une formation qui est gratuite, que nous rendons obligatoire, parce qu'elle permet quand même aux adultes relais de bien se situer sur des questionnements auxquels ils seront forcément confrontés au quotidien. Et les quelques réunions que nous avons faites avec Claudine, ces valeurs de la République, de la laïcité, c'est des questions qui reviennent régulièrement dans leur quotidien. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai qu'une toute petite visibilité sur le nombre d'entre vos adultes relais qui ont fait cette formation. Donc, je vous engage vivement à faire en sorte qu'ils s'y inscrivent, que vous puissiez les laisser partir 2 jours. Pour l'avoir faite, c'est très, très, très intéressant et on en sort très riche parce qu'effectivement, ce sont des formations où on a des profils différents et c'est très enrichissant. Voilà, donc je pense qu'il faut que vous puissiez les accompagner dans l'inscription à cette formation. Je laisse Laetitia effectivement Oui. récupérer toutes ces demandes d'information et de formation et ceux qui l'ont déjà fait et qui éventuellement ont déjà leur attestation de la formation valeur de la République. Merci de la faire passer à l'ADETS. Comme ça, on pourra l'enregistrer. Et Laetitia, si tu veux rajouter, puisque le plan, donc tu le déploies au niveau régional, donc si tu souhaites rajouter, si on a Oui, en 2 mots. Ce plan de formation, il n'est pas propre à PACA, c'est un plan de formation national qui a été conçu par le CGET à l'époque, donc la NCT, aujourd'hui, dans le contexte difficile de l'année 2015, mais vraiment pour répondre à ce qui émergeait comme un besoin sur ces questions de faits religieux, de laïcité et surtout en s'appuyant sur le droit. L'objectif,
l'objectif, c'est vraiment d'apporter de la clarté sur que dit le droit et la loi sur tous ces sujets. Donc, un plan de formation qui est national et gratuit, qui concerne plus largement les professionnels de la cohésion sociale, en particulier de la politique de la ville, mais vraiment largement de la cohésion sociale, et avec cette obligation particulière pour les personnes qui sont en contrat adulte relais de suivre la formation, mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à proposer également à tous vos salariés. C'est une formation vraiment citoyenne qui permet d'avoir de la clarté et puis de renforcer la posture professionnelle avec voilà, une base du droit, mais aussi un travail sur la communication et puis un retour sur le vocabulaire, l'histoire, etc. Voilà, une formation qui donne des apports théoriques, mais aussi qui est extrêmement basée sur la mise en situation, les interactions. Donc, on a en général des personnes qui ressortent très satisfaites de la formation. Donc, on vous encourage vraiment à pouvoir inscrire vos collègues, voire vous inscrire vous-même. Merci beaucoup. Donc, Gwenaëlle, Anafi, je vous laisse les mots de la fin. Et puis, merci à tous, en tous les cas, pour vos interventions. Non, le mot de la fin appartient à Gwenaëlle. Je vais vous dire merci à tous, merci de vous être connectés. Merci, on va vous diffuser ce diaporama pour que vous ayez toutes les informations. N'hésitez pas à le relayer à je le disais tout à l'heure, à des structures que nous n'aurions, dont nous n'aurions pas les coordonnées ou des coordonnées erronées. Et n'hésitez pas à revenir vers nous, vers Claudine, vers nous, vers la DETS, pour des questions multiples et variées. Et comme je vous disais en introduction, c'est une première pour les Bouches-du-Rhône et nous espérons vous réunir rapidement, entre guillemets, d'ici à la fin de l'année, au moins encore une fois. Voilà. Oui, merci Gwenaëlle. Et merci à tout le monde. Merci, bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.